Alexandre Bruno. Ouais. Donc on récidive avec Éveil TV Français, Éveil Français TV plutôt. Tu as l'intention de nous parler d'un bouquin que tu viens de commencer à lire assez sérieusement, parce que je vois que tu en as entamé une bonne partie, oui. qui apparemment nous donne une explication sur le comment du problème de l'éducation en général. Alors je te laisse développer tout ça. En fait, ce que j'aimais dans ce livre, alors d'abord il faut dire l'auteur, elle s'appelle Elisabeth Kimitz. Voilà, c'est un livre qui est à la base fait sur ce qu'on appelle les 10, c'est-à-dire tous les problèmes de dyslexie, dysorthographie. Voilà, tout ce qui commence par un 10, on appelle ça les 10. Et en fait, on a lu ce bouquin parce qu'on a une personne qui est touchée par ce problème-là. Et donc on s'est intéressé à ça. Et en lisant ce livre, je me suis aperçu en fait que c'était un livre qui expliquait, mais alors avec une très grande méthode et techniquement, comment on construisait aujourd'hui à l'école la pensée des enfants. Ou plutôt comment on ne la construisait pas. Comment on faisait pour la déconstruire, la découper pour ne pas qu'elle soit pleine, entière et logique, consciente. Et donc elle a mis des mots et des explications sur ce qu'on a toujours tendance à penser, c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui sont déconnectés, ont du mal à lire, ont du mal à écrire, ont du mal à se placer dans le temps, ont du mal à se situer dans l'espace, et ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, et donc il y a beaucoup de violence, beaucoup de rejet. Enfin, il y a vraiment des problèmes aussi comportementaux qui sont importants, et tout ça est vraiment lié. Quand on lit ce bouquin, on comprend que tout ça est lié à la façon dont on va éduquer, dont on va apprendre les enfants à lire, écrire et à parler, parce que tout ça est lié. Alors en fait, comment j'ai lu déjà toute la partie qui parle de l'écriture, comment on apprend à écrire, donc la méthode qui est dite globale, on va photographier des groupes de mots qu'on va ensuite associer, donc la méthode globale, rapide. Donc on va non pas conscientiser l'action et prendre le temps de tout comprendre, mais où on va simplement flasher, on va utiliser la mémoire rapide, donc globale, rapide et silencieuse. Et c'est là où vraiment j'ai compris ce que c'était. Donc en fait on a trois mémoires, mémoire auditive, mémoire visuelle et la mémoire gestuelle. Et ces mémoires sont assez inégales chez les êtres humains. On a par exemple, alors ça elle s'appuie en plus sur des recherches réelles, des gens des scientifiques. Elle s'appuie sur son travail était de réunir des informations différentes sur des sujets différents, construction du cerveau, etc. Et donc elle s'en est servie pour ce bouquin. Et donc il y a à peine 5% de la population aujourd'hui en Occident qui a une excellente mémoire visuelle. C'est très peu. Il y a 15% environ qui a de la mémoire auditive, et après la mémoire gestuelle, elle est assez rare, elle est plutôt liée aux autres. C'est-à-dire qu'on est plutôt gestuel auditif ou gestuel visuel. Voilà. Et en fait, l'école aujourd'hui travaille tout sur le visuel, alors qu'on n'est que 5% à en avoir. Pourquoi ? Parce que la mémoire gestuelle est basée sur justement la photographie, l'instant, le moment, et non pas dans le long terme. La mémoire court terme, c'est 5 fois la mémoire à court terme et 5 fois plus courte que la mémoire à long terme pour l'apprendre. C'est beaucoup plus long, c'est un procédé plus long. Donc, ils ont voulu faire en sorte que l'enfant apprenne à lire rapidement, apprenne à écrire rapidement. Tout ça pourquoi ? Pour tout simplement en arriver à ce qu'il ne retienne rien, qu'il n'intègre rien. Et ça c'est vraiment un problème. Donc voilà ce qu'explique cette dame dans ce bouquin. Et donc cette méthode globale, lente et silencieuse, à l'écriture, c'est exactement la même pour la lecture. Donc le lien entre les trois mémoires qui sont auditifs, visuels et gestuels, ça va être la parole. Et c'est là que vraiment, là j'ai vraiment, je pense avoir compris le truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va lire quelque chose, on va le lire à haute voix. Donc je vais prendre mon bouquin, voilà, et je vais dire « Voici une seconde comptine inhibitrice de la main ». Donc je vais la lire, je vais la dire, mais c'est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous oblige à lire sans parler, alors qu'on peut chuchoter. Et à force de lire en parlant, en chuchotant, on va finir par s'introduire dans la tête la fameuse petite voix qu'on est beaucoup à avoir aujourd'hui, qui fait que quand on lit, et quand on lit à voix basse, on parle quand même dans notre tête. Donc même si on ne parle pas haute voix, on arrive à parler dans sa tête. Donc ça c'est important. Et bien si on y ajoute le geste, et on va dire, voici une seconde comptine inhibitrice de la main. On fait mettre les mains des enfants sur la table, alternativement, etc., etc. Et on va lire en suivant le doigt, le geste, la vue et l'œil, on va tout synchroniser. Et quand on va synchroniser,
et ben on va avoir un apprentissage qui va être, mais alors, beaucoup plus efficace que si on ne fait que photographier des mots et on n'en comprendra pas le contenu. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la méthode globale qui tue, c'est-à-dire qu'en fait, qu'au lieu de déconnecter, d'avoir les codes de l'écriture, BA, BA, PA, PA, PO, PO, etc., eh ben, on va simplement faire de la photographie et ensuite on va associer des mots comme on associe, je sais pas moi, des images de films les uns à côté des autres, ou alors la BD, la bande dessinée où on voit une action, une autre action à côté. Mais en fait, on n'aura ni le début ni la fin et on n'aura pas conceptualisé le truc. Ce qui va faire aussi qu'on perd un petit peu les pieds au niveau de l'espace-temps. Alors là, j'avais un petit peu plus de mal à l'expliquer, mais je pense avoir trouvé le truc. C'est que par exemple au Japon, quand ils apprennent aux enfants à l'école ce que c'est que dessus, dessous, par-dessus, par-dessous, donc parce que, avec, sans, tous ces mots que les enfants appellent aujourd'hui les mots-outils, qu'ils apprennent par cœur, silencieusement, sans le conceptualiser. Alors qu'au Japon, on va leur dire, les enfants, mettez-vous dessous la table. Et les enfants, ils se lèvent dans la classe et ils se mettent sous la table. Et ils disent, je suis dessous la table. Ils ont conceptualisé le temps et ils ont conceptualisé l'action. Maintenant, vous allez vous mettre dessus la table. Les enfants se lèvent. Ils disent, je me mets dessous la table, je suis dessus la table. Et ils ont conceptualisé le temps par l'action. Ils sont dessus la table. Et ils le disent. Et ils le retiennent. Et ça permet de travailler la mémoire à long terme, d'avoir toute la conscience de ce qu'on est au niveau de l'espace-temps. Et si on ne fait pas ça, et bien tout simplement on n'a qu'une mémoire à court terme et on va être comme ça, on ne lit pas et on va faire. Et on va prendre simplement, on va photographier comme ça les mots. Pour ceux qui auront une excellente mémoire visuelle, tant mieux, parce qu'ils vont en retenir un maximum, ils s'en sortiront. Pour ceux qui ne sont absolument pas visuels, c'est-à-dire la majorité des gens, et ben ils vont en baver à l'école. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'élèves qui en bavent beaucoup à l'école. Ce qui n'a rien à voir avec le niveau intellectuel de base. Pas du tout, parce que nous, l'enfant qu'on a qui est dyslexique, on s'est posé la question, on se disait, mais il est intelligent, il fait des jeux de mots, il comprend ce qu'on lui dit, il est simplement... On voit qu'il a du mal, par exemple, à raconter une histoire chronologiquement. Il va avoir du mal à utiliser le passé, le présent, le futur. Pourquoi ? Parce qu'il l'a appris sans conceptualiser, sans l'intégrer, sans être lui-même dans l'action. Sans le vivre. Sans le vivre et se situer par rapport au passé, présent, futur, dessus, dessous, dedans, avec, sans, eux, moi, je. Tous ces mots-là ont un sens et ils doivent être intégrés par le corps. Et c'est la parole qui fait le lien. C'est ça qu'en fait j'ai trouvé extraordinaire dans ce bouquin, c'est que je n'avais pas compris qu'on avait besoin de la parole pour faire les choses. Pour parler de moi, voilà, par exemple, donc moi quand je bosse aujourd'hui, je dis absolument tout ce que je fais. Et depuis que je fais ça, depuis que je dis tout ce que je fais, mais alors pratiquement, j'en fais encore, mais je fais pratiquement plus d'erreurs. Et quand on est électricien, il vaut mieux pas en faire. Donc je suis là, je prends mon fil bleu, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de relier là, donc je vais avoir besoin de tel sucre, donc il va falloir... Et je parle comme ça. Et depuis que je fais ça, je dessine en même temps dans ma tête le plan, je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais ce que je dois faire. Et ça, c'est magique. C'est magique. Donc il faut à la fois lier le maximum de mémoire possible, gestuelle, visuelle et auditif, et en parlant, on va le conceptualiser, puisqu'il va y avoir sujet, verbe, temps, et on sait exactement où est-ce qu'on est, et on l'intègre. Et quand on l'intègre définitivement. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée de ce bouquin. Et j'ai bien l'intention de le lire jusqu'au bout. Et ça apporte quand même une grosse réflexion, parce que toutes ces maladies qui n'existaient pas avant, qui ont été inventées, parce que ce ne sont pas des maladies, ce sont simplement des systèmes de fonctionnement. On doit fonctionner d'une certaine manière, et l'éducation nationale nous interdit de fonctionner comme il le faut. Jacques Lang a interdit, il a dit, il marque là-dedans, et c'est comment il y a la source, hein. Jacques Lang a dit, il n'est pas question d'une seule seconde qu'on enlève la méthode globale. Donc c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Elle est quand même coupable de ça. C'est nocif. C'est volontairement nocif. C'est volontairement nocif. C'est quand même scandaleux. Donc l'éducation nationale aujourd'hui forme les enfants pour avoir un esprit non structuré, qui n'a pas les codes, qui n'est pas capable de se structurer dans l'espace, dans le temps. Et les profs aujourd'hui, j'ai 3 enfants, dont récemment un qui est passé par la maternelle, où on a eu le droit à une réunion.
où ils nous ont dit, alors je vous explique, on fait la méthode semi-globale, c'est plus global, on s'est rendu compte que ce n'était pas bien, mais vous verrez, surtout ne leur apprenez pas à contrario de nous ce qu'on fait, c'est-à-dire le B.A.-ba, ça va vous surprendre, mais ne le faites pas, ça va les déranger, ça. Et je les ai écoutés, c'est-à-dire que j'ai fait confiance aux profs, comme les profs ont fait confiance à l'éducation nationale qui leur a donné un truc en leur disant voilà comment il faut apprendre à lire, à écrire aux élèves aujourd'hui. Et donc les profs ne font qu'appliquer en toute confiance un programme pensant que c'est bien. Ben voilà, et ben c'est pas bien et c'est montré dans ce bouquin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi mon gamin, le B.A.-ba, mon gamin, on reprend la rentrée là, je vais lui apprendre le B.A.-ba. Je vais lui apprendre les codes. Et aujourd'hui je comprends mieux pourquoi à un certain moment quand je lui parle, j'ai la sensation qu'il ne comprend pas forcément ce que je lui dis et pourquoi il faut que je lui répète sans arrêt les choses, sans arrêt répéter, parce qu'il ne les intègre pas. Il a des difficultés à les intégrer. Ouais. Donc tout ça c'est vraiment très bien expliqué dans ce bouquin et ça va donc cet esprit qui est formé par les jeunes va faire que ceux qui vont s'en sortir et en aller très loin dans les études, ben ce ne sont que ceux qui ont une mémoire visuelle excellente, mais ce seront des gens qui n'auront aucune conscience du temps, aucune conscience de l'espace, aucune conscience des conséquences de ce qu'ils vont prendre comme décision. Et c'est comme ça qu'on forme nos élites. C'est extrêmement dangereux pour le coup. Les mecs qui vont passer les étapes parce qu'ils ont cette chance-là d'être visuels, donc ils vont retenir quand même les choses en mémoire, mais ne les ayant pas conceptualisées, ne les ayant pas vécues, ils n'auront aucune de l'impact que ça peut avoir. De leur décision. Donc, quand Macron va arriver, parce que par exemple Macron c'en est un, il va arriver, il va être parachuté ministre, on ne sait pas comment, il n'a jamais été élu par personne, il arrive, il sort des bancs, on le met ministre. Voilà le type de mec, il va prendre une décision et faire une loi Macron avec 243 lois à l'intérieur, il comprend que dalle. On lui a appris à faire des concepts. Donc il va préparer un concept qu'il n'aura pas intégré, qu'il sera incapable d'imaginer comme étant vécu, vivable, vivant. Et il va dire ouais mais c'est un concept économique qui est vachement bien, puisque après tout le monde va gagner, tout le monde, ça va être super bien, ça va être mieux. Mais en fait il comprend absolument pas ce qu'il est en train de faire. Je suis quasiment persuadé que Macron ne comprend absolument rien à tout ce qu'il a écrit. Il a mis des mots les uns à côté des autres pour que le concept ait un sens. Il a fait confiance à des gens... Déjà. Et il a fait un concept qui en lui-même sur le papier peut paraître logique, mais qui est dans la réalité, il est incapable de comprendre ce que ça va donner, il va être incapable de le vivre, de ne pas le vivre, de le comprendre, la résonance sur les gens. Donc voilà le problème. Et c'est des gens comme ça qui aujourd'hui arrivent au pouvoir, prennent des lois en toute bonne foi en disant mais si putain c'est un concept, il est intelligent, c'est pas idiot ce que je fais là. Mais en fait il comprend pas ce qu'il fait. Et il a aucune conscience des conséquences. Il est incapable d'imaginer comment les gens vont le vivre parce que lui-même ne le vit pas. C'est ce qui rend dangereux ce type de personne finalement. Et ça montre quoi ? Ça montre que l'école, comme on le dit, c'est l'antichambre, mine de rien, de la société. C'est-à-dire qu'on écarte les gens au maximum, qui ne rentrent pas dans ce moule, qui n'ont pas cette mémoire visuelle, qui n'ont pas cette capacité d'avancer malgré qu'on détruise leur conscience dans l'espace et dans le temps. Et il faut que ce soit ces gens-là qui réussissent. Comme ça, on en fait ce qu'on veut après. Comme ça, ils sont manipulables. Ils sont manipulables. Parce qu'on va leur dire, voilà, telle loi va faire du bien pour telle raison. Tu vas dire, d'accord. Donc il va dire, telle loi va faire du bien pour telle raison, c'est super. Telle loi va faire du bien pour telle raison. Et il ne conceptualise pas, il ne fait que répéter sans comprendre. Et il est persuadé que c'est bien. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de préparer, des gens qui vont répéter des choses, encore une fois, qui n'ont pas conceptualisé, qui sont incapables de vivre, de comprendre et de sentir les conséquences. Ça veut dire que si quelqu'un a tout à fait conscience du mécanisme, c'est-à-dire qu'il est concepteur du mécanisme en réalité, il manipule qui il veut. Voilà. Y compris les gens de haut niveau. Quand ce système a été mis en place, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, on parle toujours des 30 glorieuses. Moi, je veux bien les 30 glorieuses, mais c'était pas que le pognon, les 30 glorieuses. Dans les 30 glorieuses, c'est là que les syndicats ont été les plus forts, c'est là que les gens, la lecture a été très importante, c'est là où il y avait de la culture. Voilà. C'est bien, il y avait l'argent, je veux bien. Mais il y avait de la culture. On ne pouvait pas abuser n'importe qui, n'importe comment. Exactement. Aujourd'hui, on a détruit cette façon d'apprendre, on a détruit cette conscience, cette conceptualisation. Donc du coup, aujourd'hui, les jeunes, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire, ils n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas savoir, ils se renferment sur eux-mêmes, ils font des jeux, ils deviennent tout ce qui est rapide, tout ce qui est... autistique presque.
Voilà, enfin oui, en quelque sorte, c'est ça, tout ce qui va être facile pour eux, réflexe, et non pas aujourd'hui dire voilà, il y a un super bouquin à lire, il fait 323 pages, mais quel gamin va lire un bouquin de 323 pages aujourd'hui? Mais personne. Là, celui-là, il en fait un peu plus, 330. Donc personne ne va lire un bouquin. Tout à l'heure, le gars qui était là, qui parlait du réseau, du problème Lyon-Turin, il a fait un petit bouquin, il fait à peine 30 ou 40 pages son bouquin. C'est quand même super intéressant, d'accord? Il envoie ça à la SNCF, ils viennent nous l'expliquer en disant les gars, c'est un truc qui est super intéressant. Ça peut vraiment vous sauver, ça peut vous aider, lisez-le. Oh, c'est trop long à lire. Putain, ça parle de leur avenir. Ça leur apporte une solution, c'est trop long à lire. Il faut un spot, il faut un film, il faut un machin, il faut un tweet. Vas-y, sauve le monde avec un tweet. Voilà. Donc il faut que les enfants apprennent à lire, conceptualisent et comprennent que la lecture c'est important. Voilà, il y a le bouquin là, voilà. Ça. Voilà. Thomas Porcher, bouquin magnifique. Faut pas déconner. C'est un petit bouquin sur les gaz de schiste. Voilà. Il fait 50 pages, 60 pages. C'est 60 pages qui expliquent que le gaz de schiste ne fera pas d'emploi. Il n'en fera pas. Il ne fera pas d'emploi, ça ne fera pas d'argent, ça ne fera rien, c'est un grand mensonge. Et ça l'explique super bien. Et bien ça fait 60 pages. Et ben, je l'ai lu quand même, j'ai fait l'effort. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas faire l'effort de le lire et qui disent c'est pas vrai, ton bouquin c'est de la merde. Fais l'effort, lis-le quoi. Est-ce que c'est plus de la mauvaise foi que finalement une espèce de fainéantise intellectuelle? Exactement. Le problème, c'est que après, est-ce qu'on doit en vouloir à ces gens qui ne veulent pas lire? Ben non, parce que tu ne peux pas à la fois définir les gens comme étant des victimes d'un système voulu. Hein. Le système est voulu. Les gens qui sont en haut, eux, sont responsables. Mais tu ne peux pas en vouloir à des gens qui sont tombés dans le système et en même temps reconnaître qu'il y a un problème dans le système. Donc les gens sont victimes avant tout. Donc la personne qui n'a pas envie de lire, elle est victime. Donc c'est à nous de lui dire, mais fais cet effort. Alors comment? Alors l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il explique comment en sortir. Voilà, ça c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des gens à 50 ans, 40 ans, 60 ans, ils vont voir ces gens-là et ils sont dyslexiques, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire. Enfin il y a un truc là, c'est hallucinant. Elle explique une gamine qui écrit, mais alors j'ai commencé un petit peu l'écriture. Quand même. Alors voilà comment elle écrit au départ quand elle arrive. Voilà son écriture. Tu te rends compte? Oui. Ça, elle écrit comme ça pour te dire comment. C'est pour l'hiéroglyphe. elle, exactement. Pour elle, l'écriture, elle est incapable de la reproduire parce qu'elle mais c'est une débile mentale pour l'éducation nationale. Elle est débile mentale. 3 semaines après, elle va voir cette bonne femme. Voilà comment elle écrit. Parce qu'elle a tout simplement. Elle a étudié pourquoi elle écrivait comme ça, qu'est-ce qui faisait que l'écriture ne transpirait pas par sa main, pourquoi ça passait pas par son geste. Et bien elle y a mis la parole, elle a lu, elle lui a dit voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu comprennes ce que tu fais, voilà. Elle a fait alors ça a été un peu plus long, c'était celle-là, je crois que c'est 6 mois celle-là, et donc à raison de 1 heure par mois, 1 heure par semaine. Une heure par semaine sur 6 mois. Et en 6 mois, elle l'a complètement guéri. Et c'est une personne qui lit aujourd'hui parce qu'elle a trouvé où était le problème pour elle dans la construction de ces liens entre la pensée et le... C'est une forme de désintoxication d'un système d'apprentissage biaisé. C'est mécanique. C'est là où heureusement on a de la chance, c'est que c'est mécanique. C'est la voix qui va faire le lien entre le geste, la vue, etc. et qui va permettre par le temps, le verbe, le sujet, les mots, outils, tout ça qu'on va comprendre, on va comprendre ce qu'on écrit, on va comprendre ce qu'on dit. Donc du coup, en le disant, comme je sais plus qui disait, en le disant, je sais plus combien, il y a une phrase comme ça qui se dit, quand on le dit, tout ce qui est compris s'énonce clairement, voilà, tout ce qui est compris s'énonce clairement. Mais c'est vraiment ça, c'est même au-delà. C'est pas tout ce qui est compris, c'est vraiment tout ce qui est intégré. Et voilà, mais ça c'est vraiment, elle explique ça comme ça. Donc avec une personne qui va avoir une difficulté dans un domaine, elle va voir cette personne-là ou d'autres, ils sont plusieurs maintenant, et elle va étudier comment, on connaît les problèmes, le problème c'est les méthodes globales, silencieuses globales, silencieuses et rapides. Et en plus il y a aussi quelques comptines que les enfants prennent à la lettre, qui font que, par exemple, le roi du silence commence, le gamin, quand il fait roi du silence, c'est pour la vie. Alors ça, c'est vrai, on a du mal à l'imaginer, et pourtant, ça fait partie des choses qui détruisent les enfants, complètement. Oui, un gamin va le prendre à la lettre. Ça agit sur l'inconscient. Exactement, parce que le gamin, il a 3 ans, on dit, tu mets ton doigt sur ta bouche comme ça, tu fermes ta bouche comme ça, voilà, Dieu, et tu ne parles pas, tu ne dis rien. Et le gamin, tu ne dois rien dire. Et le gamin, il dit, je ne dois plus rien dire.
c'est des trucs comme ça qui sont assez incroyables. Est-ce que finalement c'est une préparation à ce rôle qui est défini de l'individu maintenant, qu'il ne sera qu'un employé, qu'il ne sera qu'un salarié, et que quelque part on a évacué au sein de l'éducation nationale le concept de citoyen responsable, c'est-à-dire de co-responsable d'une citoyenneté. Alors là, après, ça va peut-être un petit peu loin, là, c'est plus personnel, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, quand on est écarté de l'éducation comme étant quelqu'un de handicapé, c'est-à-dire que les dyslexiques sont traités d'handicapés, sont considérés comme des handicapés, alors qu'ils ne sont pas handicapés, c'est l'éducation qui en a fait des dyslexiques. Ce sont des victimes de l'éducation, c'est complètement différent. Donc ces gens-là sont écartés de l'éducation, on dit écoutez, on va vous mettre dans des filières, on va s'occuper de vous, hein. Nous, la dyslexie, on va s'en occuper, voilà, c'est ce qu'on... C'est un leitmotiv, ça. Déjà, tu nous avais parlé de cette formule magique. On sait faire, on va le faire pour vous, on va s'en occuper. Voilà, on sait faire, vous inquiétez pas. On va mettre votre enfant dans une SECPA. Ils sont spécialisés dans la dyslexie, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ils entretiennent la dyslexie, en fait. Exactement, ils entretiennent la dyslexie. Le gamin est occupé en récréation. C'est une récréation, c'est une occupation. Il va en cours, les profs sont pas là parce que les troisièmes font le BEPC, ils remplacent pas parce que c'est qu'une SECPA, on s'en bat l'œil. On va pas en faire venir un prof. Déjà qu'ils font pas en seconde, première, terminale ou en troisième. Pour une SECPA, ils s'en foutent. Le prof, il est malade, on le remplace pas. Il devait y avoir cours de français, elle n'est pas là, ils vont faire cours de nettoyage. Enfin, je veux dire, au lieu d'apporter à l'enfant, de l'éveiller à la culture, pose problème, une solution à ce qui pose problème. On va le rabaisser parce qu'on dit, de toute façon, on n'en fera rien, donc on va pas perdre de temps avec ces débiles. On va leur faire des trucs tout bonnets qu'ils ne sont pas capables de faire. Mais ils ne seront pas capables de faire quoi que ce soit, parce qu'ils ne sont pas capables de conceptualiser, d'être dans le temps, d'être dans l'espace. Est-ce qu'on peut imaginer même que dans ce cadre-là, il s'agit d'entretenir oui, c'est ce que voilà. Alors cette destruction en fait, bien cette sûr, déstructuration. Moi je vois pas, quand tu as des ministres, elle a été reçue par De Robien, cette femme. Donc quand elle a dit ça, je me suis dit c'est bien, et alors voilà, elle a été reçue. Il a reçu, bravo madame, c'est bien ce que vous faites comme d'habitude. On va se mettre autour d'une table, on va certainement en parler ou pas, on ne sait pas. Et après les mecs, une fois qu'ils ils reçoivent l'ordre de continuer à faire la méthode globale, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus d'histoire en France, il ne faut plus qu'il y ait de philosophie, il faut qu'il y ait des matheux, il faut qu'il y ait des gens, voilà. L'esprit mathématique, c'est obéir à des lois physiques, mais c'est aussi obéir à des lois tout court. Les lois de l'entreprise, quelque part. Les lois, être soumis. Je me soumets aux lois physiques, je me soumets aux lois en général. Alors pardon, ça fait peut-être un peu, ça paraît peut-être un peu rapide, mais pourtant, voilà, le problème il est là. Le problème c'est qu'envoyer des philosophes à la guerre, c'est un peu plus compliqué que d'envoyer des gens qui sont déstructurés. C'est clair. Oui. Voilà. Donc, il y en a un qui va beaucoup plus contester que l'autre. Voilà. Puisque l'autre, il va se poser des questions, parce que la philosophie, c'est de ne pas avoir de réponse, c'est d'être sans arrêt dans la question. Donc il va dire, attendez, vous m'envoyez, pourquoi, quel est le but, d'où ça vient, non, mais moi je veux pas, et si voilà. Alors que le mec, on va lui dire, faut y aller mon gars, parce que l'autre, il est tout seul, il se sent tout seul, il se croit tout seul, il sait pas trop, on lui dit d'y aller, il y va. Voilà, c'est un peu ça le problème. Donc je pense, oui, en effet, je pense que c'est vraiment une méthode, vraiment très élaboré et très a priori qui fonctionne pour que les enfants soient volontairement déstructurés. C'est vraiment ces vices-là. C'est vraiment, je pense que c'est très vicieux. Et alors ce n'est dit à aucun moment dans le bouquin, attention, à aucun moment, c'est vraiment, ça n'engage que moi ce que je dis là. Mais quand je lis ce bouquin, c'est vraiment... C'est la conclusion à laquelle tu arrives. Ah oui, je l'ai écrit, d'ailleurs dans le bouquin, c'est vrai que j'arrive à un moment donné, il a fallu que je l'écrive à la fin parce que c'était... Ça criait, voilà, je l'ai marqué à la fin là, je me suis mis un petit mot. Voilà, donc l'élitisme en fait de l'école consiste à sélectionner les élèves les plus déstructurés et les plus serviles possibles. Plus tu seras servile, plus tu vas monter dans les échelons. Aujourd'hui, le summum, c'est François Hollande. C'est le summum de la servilité. Les maîtres ont besoin de gens serviles à souhait. Et les autres, ceux qui peuvent pas servir, qui vont être capables d'apprendre un texte en 3 minutes, donc il va prendre son texte. Donc voilà l'idée qu'il faut que tu fasses passer sur TF1, Antenne 2, FR3, M6, LCI, LC1, Europe 1, RTL1. Ah, faut que je dise ça, ok.
française, donc là l'économie, machin, et le mec il te parle comme ça. Alors que dans la profession de foi, qui avait été faite par les gens sincères, il y avait marqué tout le contraire. Il y avait marqué tout le contraire dans la profession. Et lui, il arrive super clair. Alors voilà, on va travailler le dimanche, on va augmenter les impôts, on va prêter de l'argent aux banques. Alors qu'il disait mon ennemi c'est la finance justement. Ouais, voilà. Et oui. Donc voilà, donc c'est comme ça que les gens, et en plus de ça, donc Hollande, je pense que c'est une victime énorme de ce système-là, puisqu'il est capable de dire, mais avec un aplomb incroyable, mon ennemi c'est la finance, et je fais rentrer Macron 15 jours après. Exactement, et voilà, il continue, et voilà, il sourit, il vit, il va, il mange à midi, il va serrer la main des gens dans les réunions, tout ça. Il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Ce mec-là est complètement déglingué mentalement. Déconnecté. Et lui et les autres. Hein. Voilà. Et c'est ces gens-là qui nous gouvernent. Voilà ce que dit ce bouquin. C'est ces gens-là qui nous gouvernent. Merci Bruno pour cet éclairage. Je sais pas, c'est un avis en tout cas après. Oui, mais c'est intéressant. Voilà. Merci bien en tout cas de l'entretien que tu viens de nous accorder. Ouais. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.